14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. Vous n'imaginez pas mon plaisir à vous recevoir. On se connaît depuis longtemps, on va dire la vérité. Et nous nous sommes rapprochés par un homme que nous avons beaucoup aimé, qui est Jean-François Kahn. Absolument. Qui pour vous a été un complice, un ami. Un maître par moment. Alors si vous dites pas, parce que pour moi il était de fait un père spirituel. Voilà, Jean-François Kahn était pour moi ce que Julien Green était pour vous. Alors c'était mon grand frère. Je comprends pas les styles. Hein. Voilà, je ne suis que Perico Légas avec Jean-François Kahn, vous êtes Franz-Olivier Gisbert avec Julien Green, et vous avez commis parmi vos nombreux ouvrages, vous aimez écrire, ça se voit, et vous écrivez bien. Je vais d'abord commencer par vous flatter, parce que vous le méritez. Je vais pas vous flatter, non, je vais pas, voilà. Après, il n'y a pas de problème. Je connais, voilà. C'est le jeu. Vous flattez parce que Voyage dans la France d'avant, édité chez Gallimard sous votre signature, est l'une des plus belles anthologies du génie français que j'ai jamais lu, j'ai pas tout lu, voilà. Votre usage de la langue est académique. Oui, après, je pense que les coups ne porteront plus. Ne vous inquiétez pas. Voilà, laissez-moi finir ma flatterie. Donc, votre usage de la langue est académique et vous auriez fait un excellent académicien. Je sais que vous ne tenterez plus, mais vous avez tenté d'y être. L'esprit de vos propos n'a rien à envier à l'élite de notre littérature. Vous avez des tournures de phrases et un style d'écriture. Je travaille, hein. Voilà. Ça, je crois qu'on ne voit pas ça. Écrire bien. Tout le monde peut écrire bien. Je sais. C'est juste beaucoup de travail. Non, mais vous vous levez à 4h du matin pour écrire. Oui, je travaille, vous avez une capacité. Je réécris. Vous dirigiez des journaux tels que l'Obs ou le Figaro et vous trouviez le temps. Vous dites, mais c'est pas possible, comment il fait? Il a l'énergie de Normand. On va parler de votre enfance à Elbeuf, qui sont des chapitres absolument à la fois délicieux et succulents. Pour donner l'image que j'ai eue de Voyage dans la France d'avant, qui est un document politique historique, qui est à la fois une plaidoirie et un réquisitoire terrible contre ce que la France est en train de devenir. J'oscille pour prendre des métaphores par rapport à des grands ouvrages de notre littérature, entre les confessions alors de Fogg, que c'est pas les confessions de Rousseau, et puis vous faites une retranscription transposée aux mots et aux dégâts de notre époque, genre l'étrange défaite de Marc Bloch, c'est un petit peu l'étrange défaite de la France à travers vous. Voilà comment j'ai vu cet ouvrage magistral. Moi, j'en suis sorti bouleversé. Alors, je l'ai lu il y a un certain temps, parce que d'abord, j'ai l'impression que vous... Sur les aspects alimentaires, j'ai l'impression de me relire. Je dis pas du tout que vous m'avez copié, mais ça veut dire qu'on avait les mêmes lectures, qu'on a les mêmes valeurs. Là-dessus, c'est du patrimoine, là-dessus on sera d'accord. Par contre, alors c'est là où je vais être un peu moins flatteur. On se connaît depuis longtemps, je vous suis, vos débats, j'ai lu vos éditos dans le Nouvel Obs, dans le Figaro, dans Le Point. J'ai envie de vous dire que les coupables de cette trahison, de cet abandon de la France, les auteurs de ces reniements, les complices de ces trahisons, vous les connaissez, vous les avez souvent côtoyés, peut-être servis, parfois aimés. Vous teniez un peu, je vous accuse, vous teniez les manteaux au moment de la lapidation de Saint-Étienne. Saint-Étienne, voyez, Saint-Paul tenait les manteaux. Et puis bon, aujourd'hui, tel que je vois ce que vous écrivez, j'ai envie de vous dire, non pas que ce serait injurieux de vous être un résistant à la 25e heure, mais... pour avoir écrit la moitié de ce que vous dites de prodigieux et de génial dans votre bouquin, vous auriez été très sévère avec vous il y a 10 ou 15 ans. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai, que je vous ai mal lu. Non. Je suis formel sur ce que je dis. Il y a des idées que vous avez dans ce bouquin, que vous avez souvent dénoncées. Je suis formel parce que, vous voyez, je sais ce que vous voulez dire, parce que j'ai toujours été européen. Je suis toujours européen. Ça, je ne remets pas en cause. Je suis européen. Et alors, c'est vrai que mon européisme, pour parler comme les anti-européens, il était un peu gaullien. Parce que c'est vrai que je suis né dans une famille d'anti-gaullistes, mais vraiment enragés. Ils pensaient que c'était un dictateur. Un papa, ils étaient de gauche. Vous êtes aux États-Unis, vous grandissez à Elbeuf, au cœur du terroir normand. Voilà, on lisait Le Canard enchaîné. Bien sûr. Donc plutôt de gauche, on va dire. Voilà. Oui, très à gauche. Enfin, mon père était à gauche, ma mère était à gauche. Ma mère, gauche plutôt modérée, rocardienne d'ailleurs, elle était très militante rocardienne. Donc, très bobo, si je peux me permettre ainsi. Non, pas du tout, parce qu'on vivait à la ferme, il n'y avait pas de rond. Ma mère était prof de philo, elle courait partout, elle avait plein
plein d'activités et suractive, féministe par-dessus le marché. Et mon père était dessinateur industriel, mais surtout aussi artiste peintre. Il a fini d'ailleurs, il était artiste peintre seulement. Et on peut pas dire qu'il y a beaucoup de fric qui rentrait dans la maison, quoi. Ils avaient acheté une petite ferme pour nous élever à la ferme. C'est dans ce sens-là, ils étaient bobos bio avant l'heure. Je disais parce c'est ce que je voulais dire. Ils avaient voulu, en 1960, ils achètent une ferme pour élever les enfants. C'était 30 ans avant le boboïsme. Quoi. Et voilà. donc on vivait au milieu des animaux. Il y avait la vache, il y avait les poulets, les daims, enfin des canards d'Inde, enfin des tas de bestioles. Et puis les travaux des champs aussi, parce que tout ça, évidemment, ça s'entretient. On voit en Normandie, ça pousse extrêmement rapidement. Donc j'ai toujours été européen et je reste toujours européen. Mais l'Europe des nations, pas l'Europe jacobine idiote ou ça. Et donc je crois qu'il y a peut-être eu un malentendu là-dessus. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu, j'ai mené des polémiques contre ceux qu'on appelait à l'époque les souverainistes, qui étaient anti-européens et qui voulaient sortir de l'Europe. J'ai toujours battu contre ça. Moi, je pense qu'il y a deux ennemis pour l'Europe. Mais vous faites du souverainisme. C'est la Commission de Bruxelles. Il y a du souverainisme dans votre bouquin. Vous l'appelez pas comme ça. Bien sûr, bien sûr, parce que je pense qu'il en faut aussi, bien entendu. Mais par exemple, tout ce baratin qu'on a fait sur on a perdu la souveraineté européenne, la souveraineté économique. Je fais partie des millions de Français qui se battront jusqu'au dernier sang contre les hygiénistes américanisés ou frappés de bruxellose, maladie propagée par la bureaucratie de la Commission européenne, longtemps ennemie des fromages coulants au lait cru qui pue la mort, les meilleurs des 1200 variétés au moins que compte notre pays, loin devant les chiffres du général de Gaulle qui, une fois par la 258, une autre de 365, ce qui expliquait déjà, selon lui, que la France fut ingouvernable. Oui, c'est vrai, c'était ça. Mais si vous voulez, je ne sais plus en quelle année c'était cette idée idiote d'en finir avec les fromages au lait cru, qui est venue 2007-2008 à la Commission de Bruxelles, peut-être via l'Allemagne, mais on s'est battu comme ça. Et on a gagné. Non, mais attendez, je menais une campagne absolument enragée. J'étais à l'époque. J'étais devant vous. J'étais au Figaro. Ah non, mais le Figaro, on y allait tous les jours. Et puis on cognait très fort. Donc j'ai pas l'impression. Malgré que les laitiers soient annonceurs. J'ai changé sur des tas de points. Mais je veux dire, c'est pas une sorte de basculement, vous voyez. Mais si on peut, moi je suis tout à fait prêt à reconnaître, je me suis trompé sur des tas de sujets. J'ai par exemple pensé que l'intégration c'était beaucoup plus facile et qu'elle allait de soi, par exemple. Et voilà, ça c'est une forme de naïveté. Je peux faire des mea culpa tant que vous voulez. D'ailleurs, je l'ai fait dans le livre. Mais vous en faites. J'en fais dans le livre. Je vous dis que c'est des confessions. Ce qui est vrai, c'est que vous dites, j'ai rejoint le camp de mes ennemis, mais non, ça n'a jamais été mes ennemis, simplement. Je vous ai entendu parler souvent à des gens qui étaient souverainistes, respectables, qui étaient de bons républicains. Parce que c'est ma façon d'être. Moi, je suis provoquant. En les traitant de fachos, parce que je suis provoquant, parce que c'est comme ça. Mais j'adore faire ça. C'est ma marque de fabrique. Mais attendez, c'est pas à vous la faire. C'est que de toute façon, je suis comme ça et parfois il m'arrive d'exagérer. J'aime bien les débats, mais ça, j'ai appris ça aussi de Jean-François Kahn, parce que votre maître Jean-François Kahn, qui était surtout mon grand frère d'ailleurs, franchement, il y allait parfois. Il était très violent. Non, mais justement, je refuse le mot de revirement parce que j'ai commis des revirements sur plein de sujets. Mais globalement, par exemple, par rapport au souverainisme, non, je suis toujours contre l'idée, des souverainistes, l'idée de quitter l'Europe, le Frexit, etc. Mais non, parce que qu'est-ce que serait la France aujourd'hui sans l'Europe, vu la façon dont elle a été gérée depuis 20 ans. Heureusement qu'il y a l'Europe. Après Bruxelles, je ne suis pas les directives de Bruxelles. Ce sont des gens, qui veulent diriger notre pays sans mandat. Et ça, je suis le premier. D'ailleurs, j'adorais à l'époque, j'étais pourtant jeune, mais j'adorais les engueulades de Gaulle avec les membres de la Commission de Bruxelles, à commencer par son grand ennemi Hallstein. Tous les eurosceptiques ne sont pas des europhobes. Je vais vous dire comme Mitterrand et Giscard, vous n'avez pas le monopole de l'Europe, mon cher François-Olivier Gisbert. Je cite un édito du 22 mai 2014 dans Le Point, sous votre signature. L'Europe est dirigée en dépit du bon sens par des technocrates arrogants ou incapables. C'est ce qu'affirment les europhobes sans discontinuer. On ne leur donnera pas tort. Elle a en effet, l'Europe avance en effet la jeunesse, comme un canard sans tête. On ajoutera cependant que ce sont ces mêmes europhobes qui, en appelant avec succès les Français à voter non lors du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, ont empêché notre vieux monde de prendre son destin en main et le contrôle de Bruxelles, les farceurs. Mais vous plaisantez quand vous dites ça. Mais je plaisante pas du tout. C'est-à-dire que dans la Constitution, il y a... Le discours de Séguin à l'Assemblée...
Ben non, mais vous le souscrivez aujourd'hui, le discours de Séguin à l'Assemblée de 92. Là, vous mélangez un peu tout, parce que le grand combat de Séguin, si vous vous souvenez bien, c'était plus sur la monnaie unique, sur le oui, bien sûr, sur l'euro. Là, c'est différent, c'est sur la Constitution. Et la Constitution, elle donnait les arguments sont les mêmes. Non, elle donnait. On dépossède les peuples de leur souveraineté. Non, justement, elle redonnait la souveraineté au peuple, c'est-à-dire que les peuples votaient. Et c'était ça qui était bien dans la Constitution. Les peuples, on l'a pas compris comme ça. C'est écrit. Fabius non plus l'a pas compris comme ça. Fabius, c'est un zozo. Attendez, excusez-moi. Non, mais c'est un personnage ridicule. C'est le Fabius de l'époque. C'est une sorte de Fabius raté, vous voyez. Aucune conviction, zéro conviction, on dit n'importe quoi. Bon, ça lui a pas réussi. Il n'a pas été président. Macron a réussi, lui. Bon, venons-en à notre histoire de France, parce que vous la revisitez. Alors, votre livre, il mériterait un feuilleton radiophonique de, 3 ou 4 mois, et on se régalerait, parce que bon, je vais en aborder qu'une partie. Dac et Francis Blanche, c'était bien, vous vous souvenez. Votre façon d'aimer la France. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr, vous l'avez raconté, bien sûr, de l'humour. Mais c'est quasiment vieillot. Moi, je me suis marré en voyant cet épisode qui est formidable. Il y a des gens à qui ça ne dirait rien. On va en parler. Pourquoi? Parce que vous mettez quand même le doigt sur une forme de déculturation ou d'une acculturation française. Voilà, on y revient dans quelques moments. On par l'américanisation et par l'islamisation. Les deux, c'est-à-dire on se précipite vers d'autres cultures comme si la nôtre était de la merde. On fait une petite pause. Il faut se battre pour la culture française. Oui. Et apprécier les autres. Attention, moi je suis pas du tout. Vous allez nous dire ça dans quelques minutes. On boit un verre d'eau ou un verre de Chablis si on pouvait, et on y revient. Vous restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h avec Franz-Olivier Gisbert. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous parlons du voyage dans la France d'avant de Franz-Olivier Gisbert, j'allais dire une anthologie du génie français, un recueil, un inventaire de toutes les bonnes raisons, mais pas que ça, toutes les gloires de la France. Vous les décrivez avec des mots qui sont bouleversants, tout y passe. La culture, l'art, la géographie, la langue, le patrimoine alimentaire et gastronomique. Les paysages. Mais les paysages, bien sûr. Vous expliquez que tout ça est lié. Oui, que Flaubert et Giono, s'il n'y a pas la Provence et la Normandie, c'est pas du Flaubert, et que Balzac, s'il n'y a pas la Touraine, c'est pas, et que tout est imbriqué. Et les fromages, s'il n'y a pas la Normandie. Voilà, mais bien sûr. Et donc, je ne crois pas que vous citiez à un moment donné l'expression âme française. Je ne crois pas l'avoir lu. Peut-être, parce qu'il doit y avoir peut-être un peu de âme française, dont Régis Debray dit, qui est votre copain, vous connaissez bien, Régis, voilà, qui est un vrai patriote de la gauche, qui était la gauche morale. Il dit l'âme française, c'est sa théorie, l'âme française s'est éteinte le 17 juin 1940, quand, dans son discours de défaite, le maréchal Pétain dit cette phrase très précise, c'est le cœur déchiré que je vous demande de cesser le combat. Et il dit là, il y a 20 siècles d'histoire qui s'éteignent. Vous dites une autre phrase similaire. Chirac meurt le 29 mai 2005 quand il perd ce référendum, qui est un tournant pour vous quand même, cette perte de référendum. Ça veut dire, on a discuté tout à l'heure, on n'est pas d'accord sur les conclusions. Vous êtes en train de dire ce pays se meurt, et vous faites l'inventaire de tout ce qui le rend glorieux, de tout ce qui le rend immortel. Là, on va parler d'intégration et d'assimilation, qui sont deux approches qui font que pendant des siècles, des gens venus de l'étranger sont devenus des Français exemplaires. Je ne vais pas vous parler d'Émile Zola ou de Eugène Ionesco, vous en connaissez plus que moi. Je commence ce livre avec Alberto Giacometti, que j'ai connu quand j'étais adolescent. Le héros du début, qui était un modèle, qui m'a appris des tas de choses. Personnage inouï. Mais lui, il était même pas français. Mais il était français. Mais pas besoin. Mais il était français. Il parlait français, il lisait français, il adorait la France, il vénérait Paris, il vénérait l'art français, le Louvre. Il n'y avait pas une salle du Louvre qu'il ne connaissait pas. Vous voyez, c'est ça. Vous avez des mots. Alors vous n'aimez pas Barès parce que c'est chiant Barès, mais vous avez des mots. C'est chiant, hein. Oui, mais vous avez des mots à la fois dans votre façon d'écrire les paysages. Inspiré, c'est quand même. On dirait quand on vous lit, il y a un peu de Peggy, il y a un peu de Barès, il y a du Paul Valéry dans votre façon d'écrire. On sent que vous êtes imprégné de littérature française. J'adore l'esprit de Peggy. Je dirais pas tellement la plume, mais surtout l'esprit inouï de Peggy, puis cette espèce de côté prophétique qu'il a. Alors le drame, c'est que lorsqu'on lit ce livre... Qu'il a d'ailleurs notamment quand il dégomme mes deux héros que sont Renan et Taine. Ernest Renan qui est fondamental. Quand il dit, les gars, c'est très bien ce que vous racontez sur le progrès, c'est très bien, mais n'oubliez pas le spirituel. Et vous regrettez à juste titre qu'on ne lise plus Roger Martin du Gard, qui était Oui, bien sûr. Julien Guil reste quand même, pour vous, un dieu. Norman Mailer aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Et c'est vrai que américain de première bourre. Ouais. Quand on a lu Green et quand on relit Green,
on n'est pas le même homme par rapport à l'approche de la France, les mots qu'il a pour Oui, lui définir aussi, ses paysages. c'est un Américain. C'est un Il est américano-français ou franco-américain. Comme quoi, c'est bien d'avoir un peu de sang il aime la France étranger. comme personne. Mais oui, mais avec le recul. Il a vécu toujours en France. La France était son pays. Alors, quand on a fini de lire ce voyage dans la France d'avant, je vais pas faire le raccourci que vous ne voulez pas faire du c'était mieux avant. C'est une phrase que vous détestez. Vous avez insulté tous les gens qui vous ont expliqué que c'était mieux avant. Toutes vos vies, vous avez insulté les gens. Ouais, c'était mieux avant, franchement. Ouais, mais France, quand on avait dit votre bouquin, c'est ça que vous êtes en train d'expliquer. C'était mieux avant, c'était pire. Non, c'était mieux avant, c'était pire. Non, France, vous êtes en train d'expliquer que c'était mieux avant. Avec génie, talent, courage et précision. Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est d'essayer de voir ce qui n'allait pas, comment on en est arrivé là, et donc de remonter dans l'histoire pour trouver des réponses. Et c'est très simple, à la recherche notamment, par exemple, de la religion révolutionnaire qu'on a. On est le seul pays, le seul pays qui rêve toujours, qui pense que, qui oublie d'ailleurs que la révolution, comme disait Simone Veil, la philosophe, est un miracle qui dispense de régler les problèmes. On va y revenir. Vous n'êtes pas tendre avec le trotskisme robespierrien. Non, mais oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas. Non, mais je parle de l'histoire. Et si vous voulez, il y a quand même un certain nombre d'invariants. Alain Peyrefitte avait fait un très bon boulot il y a des années avec le mal français. Bon, simplement, moi, je rajoute beaucoup de choses. Je rajoute surtout le culte de la violence auquel on assiste tous les jours à l'Assemblée nationale quand on regarde de près les bandes de LFI. Et c'est ça le sujet. Et c'est très français, ça. Et ça revient régulièrement. Mais là, tout le monde rêve de la commune. Tout le monde. Une partie de la gauche française rêve de nous refaire 1793, c'est-à-dire la terreur qui a suivi la Révolution française. Les guerres de religion, c'est la pire guerre civile de l'histoire de l'humanité. Il y a eu ça. On en a eu d'un même livre, d'un même texte, on en a eu, bien sûr. Là, Saint-Barthélemy, ça fait quand même beaucoup de morts. Moi, je dis qu'on s'en est parmi, qu'aujourd'hui, le clivage qu'il y a en France avec le dénigrement de l'autre vient de cette dans un même camp confessionnel, l'autre est un salaud, faut le tuer, alors que c'est l'évangile qu'il partage. Oui, c'était plus le cas, disons, il y a 50 ans. Quand j'étais jeune, je me souviens très bien, dans les familles ou dans les villages, on disait celui-là il est républicain, l'autre est monarchiste. Enfin, ça c'est vraiment fini, ça. Je pense qu'on est passé quand même dans un autre monde aujourd'hui. Et à l'Assemblée, il y avait sous la Troisième République, il y a eu quelquefois des coups, des hurlements, mais c'était très épisodique. Là, France, lorsqu'on lit votre ouvrage, qui est un inventaire absolument... J'appelle notre classe politique, alors certains l'ont lu, j'appelle nos élus, nos députés, nos sénateurs, nos maires, nos conseillers généraux et régionaux à le lire. Parce qu'à la lecture de ces livres, peut-être qu'il y aura un sursaut d'espoir que vous n'avez plus. Que vous l'avez, oui, mais vous l'avez plus. Non, j'ai cet espoir, perdu, vous l'avez plus. Mais enfin, moi, je pense pas que la France est foutue, parce que je pense, parce que je suis un optimiste, parce que je suis un optimiste. Ouais, d'accord. Parce que je suis un optimiste. Et j'espère toujours. Non, mais réquisitoire, mais c'est un champ d'amour. Ne laissez pas tomber tout ça. Parce que c'est ça aussi l'objet du livre. C'est pas ici qu'on va laisser tomber. C'est magnifique. C'est pas sur cette antenne qu'on va laisser tomber. C'est incroyable. Mais il faut se battre pour ce pays qui vive et qui survive avec ses traditions, sa culture. Oui, enfin, vous nous expliquez. Fromage pour vous faire plaisir. Mais je sais bien. Et la bataille sur moi aussi, j'aime bien. Mais la bataille sur les on l'a gagnée, on l'a gagnée ensemble. Vous voyez qu'on peut avoir des combats comme maintenant. Vous dites que deux éléments fondamentaux de la République et qui constituent la force de la République française, qui sont l'intégration ou l'assimilation, vous allez nous faire la nuance, aujourd'hui ne sont plus possibles, ne sont plus conformes au réel. Bien sûr. Comment vous arrivez à cette conclusion, vous, je crois que c'était une énorme faillite. De l'Obs. C'est vous vous rendez compte si vous avez faillite. écrit ça en édito en 75? Oui, mais enfin, à l'époque, je me disais des choses parfois qui pouvaient choquer sur ces sujets-là. Je dis pas que j'ai pas changé, parce que j'ai changé sur ces sujets-là. C'est-à-dire que je pensais que l'intégration allait de soi. Oui, mais c'est parce que le système français était génial. C'est-à-dire que d'abord, il n'y avait pas... Parce que d'abord, alors il ne faut pas taper sur l'éducation nationale. Je ne ferai pas. La pauvre, c'est pas de sa faute, mais elle ne fonctionne plus. Ce n'est pas de sa faute. Mais pourquoi elle ne fonctionne plus? Voilà. Parce que c'est un débordement d'immigration. L'immigration n'étant plus contrôlée déjà depuis des années, et moins encore d'ailleurs depuis ces dernières années, parce que c'est un délire quand vous regardez bien les chiffres. Je vous les rappelle quand même toujours. Ces chiffres-là, oui, mais c'est quand même... Comment voulez-vous, quand c'est pas contrôlé, comment voulez-vous que l'éducation puisse être faite avec des jeunes qui ne connaissent pas le français? Vous étiez patron de presse à la tête de l'Obs et du Figaro, et même du Point quand il y avait Jamais
la France dans tous ses états. François-Olivier Gisbert, vous faites un tableau, est-ce que je peux dire apocalyptique, mais en tout cas très inquiétant de la situation de la France après Parce avoir qu'il faut en finir avec les dénis. Voilà, c'est tout. Alors, on a des gens avec des lunettes roses à la tête de l'État, dans la presse, dans les médias, il y en a plein. Ils ont tous des lunettes roses. Et moi, je dis, enlevez vos lunettes. Vous nous donnez plus que toutes les bonnes raisons de se battre et d'espérer, parce que là, l'inventaire que vous faites de la France ne donne qu'une envie, c'est de mourir pour elle. Ah oui. Vous êtes au-delà de Clémenceau, de Jaurès, de tout ce qu'on a pu imaginer, même que de Gaulle. Vous symbolisez la tradition. Non, pas de Gaulle. Non, j'ai tellement d'admiration que je ne pourrais pas. Je vous parle de votre prose, la ferveur de votre bouquin et la synthèse de tout ce que vous avez lu. Ils sont tous rassemblés là, je les vois dans une cohorte, et ils vous demandent... Vous oubliez Jeanne d'Arc, parce que quand on cite de Gaulle, il faut toujours parler de Jeanne d'Arc. Et ils vous demandent, France, qu'as-tu fait de cette France que je t'avais laissée si glorieuse, comme disait Bonaparte aux membres de directoire avant de faire son coup d'État. Vous faites un tableau apocalyptique, vous expliquez que l'intégration ne peut plus marcher, ni l'assimilation, et qu'on va avoir... Alors, je vous refusez le terme de grand remplacement, mais vous constatez qu'à un moment donné, au niveau de l'école, la situation est inextricable. Bah oui, c'est-à-dire que les enseignants sont confrontés à une situation de fou. C'est-à-dire ils sont submergés par des élèves d'origine immigrée qui souvent parlent à peine français. Enfin, c'est très compliqué. Et pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est que il n'y a pas d'intégration quand il n'y a pas de volonté d'intégration. C'est la France au départ, c'est l'assimilation. Oui. Et c'est extraordinaire. Comme modèle. Expliquez-moi la nuance. Le modèle. Assimilation, je renonce à ce que j'ai été. Ça, c'est dans l'intégration, je reste que mes origines. Mais jusqu'au siècle dernier. Voilà. L'assimilation, c'était le. Oui, on peut dire vraiment. C'était la règle numéro 1. Zola est italien, c'est un Français. Voilà. Mon père est américain, c'est un Français. Sauf qu'il parle. Il a gardé sa nationalité pour avoir sa petite retraite de soldat combattant, mais il est français, il parle avec un accent coupé au couteau. Il n'est pas assimilé. Il est intégré. Il est intégré, il parle français. Il dit non, on parle pas. Il dit on parle pas anglais à table parce que ma mère essaie de l'obliger à parler anglais pour qu'on soit meilleur en anglais à l'école. Et il dit non, moi je veux pas, on parle pas. Ici on est en France, voilà. Et puis moi, même mon prénom, c'est une histoire absolument dingue. Bien sûr. Mon prénom, c'est Franz Olivier. Ils vivent aux États-Unis. Je suis né là-bas et ils m'appellent Franz. Mais ils disent quand même, si jamais on revient, parce qu'ils avaient un peu envie. Mon père ne voulait pas rester aux États-Unis parce qu'il aimait pas les États-Unis. Ouais, c'était un peu américanophobe en fait. Et il voulait vivre en Europe. Pour lui, l'Europe, c'était d'abord l'Italie, et puis ensuite, accessoirement, la France, c'est François. Ça veut dire François. Vous êtes d'accord? Oui, voilà. Donc François Olivier. Non, c'est à cause de Schubert. Il m'appelle Franz à cause de Schubert, ce qui passe très bien aux États-Unis. Et pour franciser, ils mettent à côté Olivier. Donc, il m'appelle Franz quand je suis tout petit, jusqu'à l'âge de 4 ans. Quand j'arrive en France, ils commencent à m'appeler Olivier. Ça ne marche pas. Donc, ils font je ne bouge pas, je n'entends pas. Après, ils disent Franz Olivier. Donc, je ne répondrai pas à ce nom. Et puis, en fait, ils sont revenus à France. Et c'est en écrivant mon premier article qui était signé Franz Gisbert, en voyant la signature, je me suis dit, ça peut pas le faire. Et j'aurais dû faire, normalement, enlever Franz et mettre Olivier. Mais non, je suis revenu à mon vrai prénom, qui est Franz Olivier. Mais je déteste qu'on m'appelle Franz Olivier. Ah oui, bon, vous appelez comment alors? Ça francise. Mais c'était ça, le culte. Je viens de cette France-là. On s'assimile. On est la France. Éric Zemmour tient les mêmes propos. On est la France. Moi, j'ai pas du tout... J'ai pareil. Et toutes ces conneries que j'entends toujours sur... Ils sont déchirés entre deux cultures. Mais ça veut dire quoi, ces conneries? Mais attendez, la culture américaine, elle est absolument extraordinaire. Moi, je suis biculturel, on peut dire, à ce moment-là. Je m'en fous de la culture américaine. Je suis même propos sur le prénom. Vous êtes d'accord qu'Éric Zemmour dit comme vous sur les prénoms? Voilà. Oui, attendez, après, je ne vais pas en faire une règle, une loi, les jolis prénoms, etc., étrangers, moi, je trouve ça très bien. Donc, je ne suis pas du tout dans ce... Je suivrai pas Éric Zemmour sur ce combat. J'ai dit que là-dessus, vous avez une analyse similaire. Mais j'ai, sur l'assimilation, évidemment, mais attendez, c'est pas parce qu'Éric Zemmour le dit que c'est pas... Elle n'est pas l'assimilation, il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une, et on est une machine à assimiler. D'ailleurs, les États-Unis le sont aussi. Il y a des pays encore qui le sont. Là, ils arrivent à assimiler. Là, elle est en panne. Là, vous dites qu'elle est en panne. Aux États-Unis, ça marche moyen, mais quand même, ça marche encore un peu. En France, c'est fini. C'est-à-dire, et oui, alors on est passé au deuxième stade, c'est l'intégration. L'intégration, ça veut dire vous allez adopter nos valeurs, etc. Mais là encore, vous avez le corps enseignant qui est débordé. C'est plus facile l'intégration. C'est d'accord, on est d'accord. C'est mieux. Mais oui, c'est mieux. Moi, j'aimais bien l'assimilation. C'est un peu raide. C'est un peu Troisième République. C'est un peu C'est pas oublier le passé, mais bien sûr que non. Le passé, on l'a toujours avec soi. Mais c'est juste de dire, on l'efface pas. On peut pas l'effacer le passé. Moi, je suis basque. Je suis intégré à la France. Mais oui, bien sûr. Attends. Et puis, moi, je suis normand. Vous êtes viking. Je suis normand. De père et de mère. De père et de mère par deux origines différentes. Je suis intégré à la France. On a Raphaël.
qui nous appelle de Cachan. Cachan, c'était pas la ville de Éric Satie, je crois que oui. C'est bien possible. Bien possible. En tout cas, oui. Bonjour à tous. Bonjour Raphaël. Monsieur Gilbert. Bonjour Raphaël. Bonjour Monsieur Perico-Lagas. Effectivement, c'est un honneur d'échanger avec vous. Et je vous rejoins sur l'aspect de la civilisation qui a été abandonnée finalement par la droite et la gauche. C'est un principe républicain issu de la Révolution française, inscrit dans le Code civil, et effectivement, tout le monde aujourd'hui l'oublie. Et vous vous baladez, alors c'est pas la peine de se balader forcément à Marseille, mais dans ma petite ville de Cachan, donc dans le Val-de-Marne, en bordure de Paris, effectivement, on s'aperçoit qu'on est effectivement dans une limite de submersion culturelle et linguistique où le français tend à disparaître et les gens aussi. Donc voilà. Donc c'est vrai que les propos de M. Gilbert sont tout à fait résonnent à mon oreille et à mon cœur, qui moi suis né dans le sous-continent indien, qui suis assimilé à la France depuis 81, et je suis effectivement en phase. Et le problème des politiques d'aujourd'hui, ils ont oublié ce qu'était la civilisation. C'est embrasser non seulement un pays, mais c'est son histoire, la comprendre. Et donc s'identifier à tout ça. Et c'est ce que veut dire M. Gilbert, et je l'ai lu dans le Figaro, dans Le Point, donc effectivement, il y a un glissement, et on peut comprendre aujourd'hui que M. Gilbert ne retrouve pas la France qu'il a connue, mais c'est aussi partagé par beaucoup de nos concitoyens qui, effectivement, se trouvent dans cette situation d'interrogation. Alors, France, comment on en est arrivé là, avec tout l'arsenal qu'on avait, les outils, les institutions républicaines, une éducation nationale, une école formidable, une conscience, une classe politique quand même qui était pas mal. Comment tout ce système a pu arriver à se déliter? Bon, les politiques ne sont pas les seuls responsables, bien entendu. Mais vous savez très bien que si on fait la liste des grands politiques qui ont dirigé ce pays depuis longtemps, je veux dire, tout commence d'ailleurs après De Gaulle, surtout. Pompidou, vous le mettez encore dans le raisonnable ou non? Oui, et Giscard aussi, d'ailleurs. Giscard, il est très particulier. Regroupement familial. Non, Giscard. Regroupement familial, non, c'est bête ou c'est pas bête? C'est pas lui. Je sais que c'est pas lui. C'est le Conseil d'État. Non, c'est pas lui. Il était dans un corner. Il était attaqué de partout. C'était très compliqué. Et le Conseil d'État, à ce moment-là, a décidé de prendre le pouvoir sur c'est le pouvoir judiciaire Mitterrand, comme vous avez ça, adulé, que vous avez aimé. Mitterrand, vous l'avez aimé. Mitterrand, vous l'avez adulé. J'aime Mitterrand. Ça commence à merder. J'aime Mitterrand, mais attendez, ça commence à merder à partir partir de lui. Mais... On n'a pas le droit. Mais, si, mais c'est ce que je vous dis. J'ai écrit tellement de choses horribles sur Mitterrand parce qu'il avait une politique économique débile. Oui. Parce que des personnages style Attali, Fabius avaient pris le contrôle de son cerveau et lui ont fait faire énormément de conneries. Aussi parce que pour lutter contre Rocard qui voulait lui prendre le Parti socialiste, il est obligé de se gauchiser parce que ces pauvres militants socialistes qui sont pas forcément des Lumières, on pense toujours que on va protéger le socialisme en étant le plus à gauche possible. C'est la célèbre théorie sinistrogire de l'ancêtre de la philosophie politique qui est Albert Thibaudet qui disait ça. C'est le mouvement sinistrogire. Je vais vous poser une question gauche n'est jamais assez à gauche et toujours plus à gauche. Je vais vous poser une question très grave, Franz. Les mots de Jean-Marie Le Pen de l'époque, des années 80, inaudibles pour la gauche, est-ce qu'ils s'avèrent aujourd'hui partiellement vrais? Est-ce que la formule de Fabius, il pose de bonnes questions auxquelles ils apportent de mauvaises réponses? Pourtant, ce que vous dénoncez là, Jean-Marie Le Pen le dénonçait dans les années 80 sous la gauche, c'était inacceptable, c'était inaudible. Est-ce que quelque part, il aurait fallu s'inquiéter avant de ce qu'il voulait dire à travers son message? Sans le soutenir lui, est-ce qu'il soulignait des vérités qui se sont révélées aujourd'hui exactes? Je trouve la formule, pour une fois, la formule de Fabius est assez juste. C'est-à-dire qu'il posait des vrais problèmes et simplement, il n'apportait pas les vraies questions. Mais le problème de Jean-Marie Le Pen, on le voit très bien, c'est ce que j'expliquais dans un des tomes précédents de l'Histoire intime, c'est dans la théorie de Mitterrand qui disait mais non, c'est pas grave, il est pas dangereux, il n'arrivera jamais au pouvoir, de toute façon, il ne veut pas arriver au pouvoir, ce que je ne croyais pas à l'époque. Et j'appelle ce chapitre, je crois, le pétomane, parce qu'il s'amuse. Est-ce qu'il disait vrai ou pas sur l'immigration? Oui, mais il avait prédit ce qui arrive aujourd'hui. Il avait prédit, mais c'était pas possible. Enfin, je veux dire, à l'époque, si vous voulez, le vrai sujet, c'est que vous aviez encore des dirigeants. Et peu à peu, parce qu'il y avait des dirigeants. Vous souvenez-vous quand il y a eu commencé à avoir des prières dans les usines, vous vous souvenez? L'attitude de Pierre Mauroy, l'attitude de Gaston Defferre, pas de ça en France.
Vous savez, les prières... Tout à fait. C'est frappant. En 80, ça commence. Et le Parti communiste, souvenez-vous, le Parti avec, communiste, alors, oui, ils y allaient très fort, très fort. Et si vous voulez, le vrai souci, c'est quoi? C'est le manque de caractère, de courage d'une classe politique qui a essayé, pour être populaire aussi, pour plaire à la jeunesse, pour plaire aux dominants, pour plaire aux médias. Vous êtes sûr qu'ils n'avaient pas peur des éditos de François-Olivier Gisbert dans l'Obs, ces gens-là? Parce que vous les auriez grondés si vous avez dit ça à l'époque. Admettez que vous les auriez grondés. Si vous avez dit qu'il y a un danger d'immigration, on est en voie de submersion. Si vous aviez écrit ça, vous les auriez grondés. Je ne suis pas sûr que vous trouverez un éditorial de moi contre Giscard quand il a fait sa formule sur l'invasion. Je ne suis pas sûr et je ne pense pas que j'ai écrit quelque chose contre lui à ce moment-là. J'ai rien écrit, au contraire, j'ai approuvé François Bayrou, là, récemment, quand il parlait de submersion. Le problème, c'est ça le sujet. Attendez, le problème de l'immigration... mais attendez. Vous rédigez l'Obs, l'organe central de la Mitterrandie. Vous étiez l'idéologue en chef. Oui, j'étais... Mais enfin, attendez... Pourquoi vous racontez ça? Ah ben je vous flatte. Je vous flatte. Non, il faut recontextualiser. Tout ce qui nous est arrivé, vous l'avez soutenu et applaudi. Et vous avez du courage de dire que vous êtes trompé. Je vous félicite, vous méritez la Légion d'honneur du courage. On est dans la polémique parce que, en fait, tout le monde savait au Nouvel Observateur que j'avais voté Giscard en 1981. Je ne m'en étais pas caché d'ailleurs. Je suis sûr que vous devriez, à l'époque, vous deviez trouver ça honteux. Mais j'ai voté effectivement Giscard. J'ai voté Giscard parce que je trouvais que le programme économique de Mitterrand était absurde, dangereux, débile, effrayant. Pas assez libéral. Bah non, pas assez libéral. Vous êtes un vrai libéral. Je suis libéral. Et donc j'ai voté, mais vraiment dans mon âme et conscience, Giscard. J'ai voté aussi pour aggraver mon cas, Chirac au premier tour. Vous voyez, donc, vous êtes pas le seul de gauche qui avait voté Chirac. Oui, mais j'ai voté Giscard au deuxième. On le savait, Jean Daniel m'a quand même nommé chef du service politique. Et ça, c'était... Vous savez, c'est le problème des journalistes. On ne sait pas comment ça marche. Jean Daniel, il voyait bien que tout le monde était... La Mitterrandophilie était en train d'asphyxier le journal. Et il s'est dit, tiens, le petit con là, on va le mettre là, comme ça il va faire le buzz, il va énerver tout le monde, etc. Ce que j'ai fait. Donc, quand vous disiez, quand je suis devenu directeur du journal, du Nouvel Observateur, c'était pas pour servir la soupe de la gauche, vous le savez très bien. Je m'en flatte d'ailleurs, et c'est pour ça que l'Observateur est tout de suite reparti. Les ventes, quand on regarde les ventes, ça a été extraordinaire. Le mouvement, c'est pas moi, c'est grâce à toute l'équipe qui était formidable. J'ai coupé le cordon ombilical avec le Parti Socialiste et avec la gauche. Il faut refaire une pause. Et je m'en flatte. Il faut refaire une pause. On reprend ça dans quelques instants. À tout de suite, cette conversation. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Franck-Olivier Gisbert dans un échange passionnant et respectueux parce que vous dites des choses courageuses. Je vous taquine un petit peu, mais c'est vrai que moi qui vous ai lu depuis si longtemps... de faire de moi le grand, comment dire... l'idéologue en chef de la Mitterrandie, de cette gauche social-démocrate. J'aimais Mitterrand, j'aimais l'homme. Mais sur la politique économique, j'étais très sévère. Et d'ailleurs, la preuve en est que pendant le premier septennat, il ne m'a jamais reçu. Une fois, je ne l'ai jamais vu. Et quand il passait devant moi, alors on s'était bien connus dans les années 70, il me voyait pas. Vous avez loué les vertus. Vous avez loué les vertus avec des trémolos dans la voix de la social-démocratie auquel vous avez cru. Oui, la social-démocratie libérale. Et là, aujourd'hui, je peux le faire sur Mette Frederiksen, la première ministre social-démocrate du Danemark. Qui contrôle l'immigration et qui contrôle les finances publiques. Voilà un beau modèle à suivre pour la France. On ferait mieux de suivre ces gens-là au lieu d'écouter tous les imbéciles qui nous gouvernent. La social-démocratie de Mitterrand, de Hollande, voilà, et des gens qui ont gouverné la France au nom de ce renoncement des valeurs de gauche pour plaire au libéralisme parce qu'il fallait s'adapter à une Europe. Mais la France n'est pas un pays libéral, je vais vous expliquer pourquoi. Avec 57% de dépenses publiques, plus 42% de prélèvements obligatoires, comment est-ce qu'on pète un pays libéral avec le nombre de normes qu'on produit sans arrêt, lois. Vous avez lu un peu, vous avez regardé de près le code du travail, ça, tout ça, la paperasse. Non. Tout d'un coup, il y a un côté à la Madeleine, ultra-libéral. C'est peut-être les racines américaines. Dès qu'on dit il y a trop de paperasse et de bureaucratie, tout de suite vous dites vous êtes ultra-libéral. Mais la France est tout sauf. La France est un pays que les farceurs du gauchisme ont réussi à faire croire aux Français qu'ils vivaient dans un pays libéral, mais c'est pas un pays
pays libéral du tout. En fait, vous êtes un démocrate. Je viens de comprendre que vous êtes un démocrate américain. Vous êtes un vrai démocrate américain. Vous auriez fait un grand président des États-Unis. Ça finit très américain en plus. Je continue. Répondez. Il va m'envoyer à la cave. Répondez, François-Olivier Gisbert. Aujourd'hui, vous dénoncez de façon courageuse le débordement, l'immigration qui n'est plus jugulée. C'est pas qu'elle soit mauvaise en soi, c'est que si on la contrôle plus, elle n'est pas mauvaise en soi, mais là, il faut revenir toujours sur les chiffres. 486 000 quand on immigrés normaux, je veux dire ordinaires par an, c'est qui arrivent en plus. Parmi eux, évidemment, il y a les asiles, les droits d'asile, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les primo-arrivants, c'est-à-dire qui arrivent avec le premier titre de séjour. Et puis à ça, il faut rajouter quand même 200 ou 300 000 clandestins. Donc vous arrivez à peu près à 700 000 immigrés par an en plus. C'est l'équivalent d'une ville comme Marseille. Mais c'est complètement dingue, mais c'est délirant. Mais comment voulez-vous que les services de l'État, et en plus on ne sait pas quoi en faire très souvent. On leur paye l'hôtel, on les envoie dans des écoles désaffectées, etc. Oui. On leur donne des petites allocations, mais tout ça est dément. Mais qui réfléchit dans ce pays? Je crois qu'on élit des présidents. On a eu un président pour ça, mais il a oublié. Il y a des gens qui réfléchissent, des gens tout à fait respectables. Qu'est-ce que vous répondez à des gens aussi compétents en la matière, qui sont des journalistes expérimentés, que ce soit Patrick Cohen ou Jean-Michel Apathy, quand ils vous disent en fait c'est un ressenti, ce n'est pas vrai, tout ça c'est une forme de propagande, c'est pas aussi grave que ça. Est-ce que c'est eux qui ont raison? Quand on vit avec les Français, je veux dire, vous allez dire c'est Poujadis ce que je dis, mais c'est vrai, quand on vit avec les Français, on voit bien que c'est un sujet qu'il faut régler. Donc, et il ne doit pas y avoir de tabou. Il ne doit pas y avoir de tabou là-dessus. Donc ils ne savent pas, si on aime ce pays, si on veut éviter une catastrophe à un moment donné avec ce qu'on peut appeler la convergence des crises, la crise financière, on a fait le déni je vous signale pendant très longtemps, sur la dépense publique, sur l'endettement, donc on a fait le déni sur le déficit. On a fait le déni, la même chose sur l'immigration. Nos deux confrères sont dans le déni. Non, mais je veux pas les accuser de faire des polémiques avec eux, c'est pas le souci. Mais on ne peut pas continuer à dire qu'il n'y a pas de problème. C'est toujours l'histoire de l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, vous savez, on voit que lui, puis on dit mais non, tout va bien, mais le réel, il est là. Alors bon, quand on est président de la République, à la limite, on peut vivre dans un monde parallèle, parce que voilà, on vit au milieu des grands de ce monde, on voit pas la France. Mais quand on est journaliste, je crois que le devoir, moi c'est, d'ailleurs ça c'était, vous voyez, on finit par quoi on a commencé, c'est une leçon de Jean-François. Moi, c'était mon instinct, Jean-François Kahn, qui était grand patron de Marianne, grand patron de presse. Moi c'était mon instinct, quand j'étais jeune journaliste, c'était de voir avec les gens, de parler avec les gens, etc. Et moi, j'ai toujours vécu dans des petits coins, je dirais c'est pas un coin perdu, mais à Marseille, ou en Normandie, du côté de Rouen, ou à Granville, etc. J'ai besoin. Ce qu'on appelle le pays réel. Quand on vit à Paris, mais non, mais c'est que vous savez, il y a la moitié des Français vivent dans des petites villes ou dans des villes moyennes. Et c'est ce que le géographe Christophe Guilly et Jérôme Fourquet qui nous a expliqué ça. Et c'est absolument la réalité. Et ces gens-là sont toujours absents. Mais ça, faut vivre aussi au milieu d'eux. Alors je dis pas, je les vois pas forcément à Marseille, mais quand on vit à Marseille, on sort, on va dans le bas pays, comme on dit, ou on va en Provence. En fait, la différence, c'est pas une question, c'est une remarque, mais vous me direz ce que vous en pensez. Mais la différence entre Patrick Cohen, Jean-Michel Apathy et vous, sans entrer dans la polémique, c'est que d'un côté, il y a des partisans, des gens qui sont devenus partisans, et vous, qui êtes resté journaliste, non ? Ou c'est très caricatural? C'est-à-dire, moi je veux pas retirer la carte de presse à personne. Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est bon. Après, moi, j'ai pas la carte de presse parce que les syndicats SNJ, CGT n'ont pas voulu que je la garde, parce que je sais pas, je dois sentir des pieds, ou je ne sais pas. Enfin, il y a eu un problème il y a quelques années. Ouais. Donc non, mais il fallait pas le dire. Surtout, j'ai coupé un peu mélodramatiquement un jour ma carte de presse parce que voilà, on avait décidé que. Enfin, c'est bon. Alors. Moi, je trouve une solution. Alors, vous dites qu'il faut avoir de l'espoir. Quoi? Un leader politique, un référendum, une mesure douloureuse. Non, c'est pas. Non, c'est douloureux. Vous savez, les mesures douloureuses. Si on fait par exemple un jour un pas de rigueur que tous les imbéciles dénonçons en parlant de plan d'austérité, c'est absurde parce que l'année suivante, c'est arrivé en 58, l'année suivante la croissance est à 4, 5, 6%. Une mesure courageuse. Et je pense, non, mais
faut des gens. Les mesures, on les connaît. Oui. On sait ce qu'il faut faire. On n'a pas les gens. On a des gens qui... on a des pétochards. C'est ça. On a des pétochards à la tête de l'État, vous savez très bien. Et ces gens, il faut qu'à un moment donné, voilà, ils traitent les problèmes. Il faut Clémenceau. Et qu'il n'ait pas peur. Mais non, mais des Clémenceau, attendez, sans citer des grands noms, vous savez, je dis toujours ça, mais c'est vrai. C'est, regardez, Gérard Schröder, social-démocrate, de gauche en plus, hein, il fait bien de la gauche du parti. Il a sauvé son pays en prenant des mesures extrêmement violentes, vous allez dire, et ultra-libérales, etc. L'Allemagne, il l'a sauvé. Bon, évidemment, Merkel l'a remis dedans après. Regardez Thatcher, conservatrice, elle a sauvé son pays. Ces gens-là n'étaient pas impressionnants. Bon, regardez Giorgia Meloni. On finit fâché parce que c'est pas des exemples auxquels je crois. Frederiksen. Oui, mais attendez, ces gens-là, ils ont remis le pays debout. Et ces gens-là, ils avaient du courage. Ces gens-là, ils avaient du courage. De pouvoir vous réinviter. Là, c'est terminé. Ils avaient du courage. Vous allez revenir et on va continuer. On a besoin de caractère, de courage et de volonté. Bon, vous viendrez leur dire là où il y a une volonté, fois. Il y a un chemin, disait De Gaulle. Entendu. Merci Franz-Olivier Gisbert. Et là, on a Brigitte Taille qui va nous parler un petit peu d'amour et de sexualité. Ça va nous détendre un petit peu. À très bientôt, Franz. Merci d'être venu.